Voilà. Et on a tous des besoins, des désirs différents. Donc on peut pas dire, on peut pas mettre, comment dire, on peut pas dire, voilà, il faut que ça, une séance se passe comme ça pour tout le monde. Ça, c'est pas possible. Parce que chaque séance doit être en fonction de la personne qui demande, qui est en demande. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, ben voilà. Du coup, toi, tu es formatrice aussi maintenant dans formatrice et aussi. comment ça se passe une formation d'accompagnante sexuelle? Ben, ça dépend j'interviens dans la formation de Marcel Nuss. Donc là, c'est une formation sur 3 jours, je pense, 2 fois. Voilà. J'interviens là sur la thématique spécifique de l'handicap mental et autisme. Je interviens aussi, j'ai fait partie du comité de pilotage de Corps Solidaire, là où Patricia a fait connaissance avec Corps Solidaire. Maintenant, je suis que intervenante aussi, parce que voilà, il y a aussi des fonctionnements qui me conviennent maintenant pas spécialement. Je trouve, voilà, le fait que les travailleurs de sexe sont exclus difficile, parce que justement, des formations qui sont plutôt axées massage ou comme ça, tendresse, c'est bel et bien. Alors, je peux dire que j'ai eu l'année passée quelques 86 rencontres avec peut-être 20 personnes différentes et j'ai fait, je pense, un massage après le sexe. Ouais. Donc, Ouais. c'est vraiment pas la demande, puisqu'ils veulent quelque chose de sexuel, non? Et puis, mais c'est aussi clair que si on vient du médico-social, et si on a eu une vie, disons, normale, qu'est-ce que c'est une vie normale? Il n'existe pas. Mais si on n'a jamais eu contact avec le travail du sexe, c'est très difficile de juste comme ça coucher avec quelqu'un, et en plus c'est quelqu'un qui est handicapé, c'est pas évident, c'est clair. Mais alors peut-être on devrait former d'une autre manière. Donc j'étais aussi directrice d'une formation en Suisse qui s'adressait aux travailleurs du sexe. C'était pas si facile que ça. Pour finir, c'était un petit groupe de 6 personnes, 3 travailleurs du sexe, 3 non-travailleurs du sexe. Mais ça c'était très bien pour l'échange. Maintenant on attend encore des hommes, non? Il n'y a pas assez d'hommes qui se forment et qui après osent aussi travailler. Il y a des hommes qui veulent se former, il y a plein qui s'inscrivent. Mais pour des raisons voilà, où parfois on doit les refuser. Parce que voilà, c'est pas. L'idée n'est pas qu'un homme vient maintenant apporter, ça doit être un échange aussi. Le sexe c'est quand même une communication et si c'est juste donner, recevoir et pas un échange au minimum, c'est trop dommage. Ouais. C'est juste, c'est trop dommage. On passe à côté de plein de choses et surtout c'est pas vraiment ce que la personne qui demande une assistance sexuelle, un accompagnement sexuel cherche parce qu'elle est manipulée toute la journée, surtout les gens que je rencontre en institution. Mais ils sont toujours objets, non? On les touche, on fait plein de choses, mais ils n'ont jamais la possibilité de réagir, de donner eux-mêmes quelque chose, jusqu'au point qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont rien à donner. Elles n'ont rien à donner. Donc ça peut vraiment mener à des dépressions, ça peut mener à des états incroyablement tristes. Donc pour moi, si je forme des gens, il me faut quand même insister sur le fait que il y a un échange et il faut qu'on soit prêt de partager quelque chose. Donc il faut qu'on soit prêt de se faire laisser toucher, pas seulement corporellement, parce que certainement on est aussi touché dans le cœur. Voilà, il faut gérer ça. Si je peux. Oui. Oui. Je valide à 4000% ce que vient de dire Judith. Dans ces formations, c'est souvent, je pense, c'est vrai que c'est très bien d'apprendre les différences des handicaps, comment agir face à tel ou tel
handicap et telle personne. Sauf qu'à un moment donné, quand on fait cette formation, je pense qu'aussi il faut à un moment donné avoir un peu de lâcher prise et se laisser un petit peu aller. C'est très bien d'avoir une formation et de savoir où on va, mais si c'est trop tenu partout, si c'est trop tiré par, comment on dit, je sais pas, haut, les chevaux, quoi. Bref, et ben ça peut pas. Il faut que les deux personnes soient vraiment dans une espèce d'échange et d'interaction. Sinon, ça peut pas aller. Et voilà. Et non, les personnes, les accompagnants sont des personnes très bien et ne sont pas des perverses, que ce soit des femmes et des hommes. Et non, les personnes handicapées ne sont pas non plus ni des pervers manipulateurs, ni des petites choses qu'on va tuer, qu'on va violer, qu'on va truc. Non, c'est pas vrai. Il faut faire attention avec certains handicaps, mais on n'est pas des petites proies qu'on manipule et qu'on va détruire ou qu'on va truc. Et on n'est pas non plus des pervers qui veulent que la femme soit soumise et que ça soit un objet sexuel et ceci, cela. Ni les hommes handicapés, ni les femmes handicapées. Parce que ça, j'entends beaucoup de ça, et ça, ce sont des rumeurs. Ça, ce sont des idées reçues par certaines féministes complètement coincées de tout, quoi. Et c'est juste pas possible d'entendre ça. Parce que ces personnes-là ne savent pas de quoi elles parlent. Elles ne connaissent rien, elles sont là dans leur petit monde. Oui, vous exploitez les femmes, vous exploitez la misère. Wow. On n'exploite rien du tout d'abord. Ensuite, on ne force personne à venir là, à s'inscrire, à suivre cette formation. Ces personnes-là, elles payent, donc elles sont motivées, donc elles ont une certaine motivation. Elles viennent du milieu médico-social, elles viennent elles viennent pas de nulle part, et c'est qu'elles sont surtout motivées. Et même si elles viennent de la prostitution, tant mieux. Alors là, c'est encore mieux pour moi perso, parce qu'elles sont encore plus libres. Parce que le médico-social, c'est comme c'est dans le milieu du handicap, c'est beaucoup de « Ah ouais, mais il est handicapé, je ne dois pas faire ça. Oula, si je fais ça, elle va m'aimer, elle va... » Alors que dans le milieu de la prostitution, c'est beaucoup plus simple, ça ne se pose pas de questions. On y va, on fait, et basta. Donc, perso, ça pour moi, c'est mieux. Et je souhaite qu'à l'avenir, comme disait Judith, il y ait plus justement de travailleurs du sexe, qu'il y ait un mélange. Il ne faut pas non plus que ça soit sectaire, ou que médico-social, ou que ça, ou que ça. Parce que plus les gens sont diversifiés, plus on va avoir de possibilités de mélange, d'enrichissement, de richesse. Et voilà, et encore une fois, les personnes handicapées, ce n'est pas des monstres, et ce n'est pas des proies et des petits trucs. C'est juste quelqu'un qui a besoin, qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas sortir, parce que j'entends aussi beaucoup, il suffit de sortir, il suffit de rendre la société accessible. Mais bullshit, c'est des conneries ça aussi. C'est pas que c'est des conneries, mais c'est comme si on disait, je sais pas, ça n'a rien à voir. C'est deux problèmes totalement différents. Là, on est dans le concret, on est dans les choses, on est une personne handicapée qui ne peut pas sortir, qui dans 90% des cas est dans une institution, qui est surveillée, ça passe du directeur à l'auxiliaire de vie, à truc, qui pour faire une demande souffre le martyr, qui doit passer par je ne sais combien de trucs. Et donc, à un moment donné, voilà, on peut pas, si on est trop, on a cette demande, il faut arrêter de dire que cet handicapé, s'il veut, il est dans son lit, il est avec des appareils respiratoires. Je veux dire, même si demain, le monde entier ou la France entière, elle est accessible et on peut sortir et il peut aller dans les cafés, je vous le dis, hein, il n'y a personne qui voudra ni de lui ni de elle. Personne. Personne. Même le plus généreux du monde, même celui qui va... même Mère Teresa, elle ne fait pas. C'est comme ça. Il faut être réaliste aussi. Parce qu'il y a trop de... Il y a trop de belles paroles, de bisounours, de « Ah ouais, mais c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il ne peut pas avoir de rencontres. » Oui, certes,
C'est vrai, mais c'est pas si simple. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est moi, par exemple, moi je vis chez moi, je suis indépendante, je suis comédienne, je sors quand je peux et tout. Et bien j'ai personne, je crève. Et même si je suis là, même si je vais dans des cafés, même si je sors, même si je vais draguer chaud, je vous le dis net, il n'y a personne qui va venir vers moi. Ou alors celui ou celle qui va venir vers moi, il peut être en HP, à hôpital psychiatrique. Ça veut dire que c'est des cas sociaux épouvantables. Et moi, j'en veux pas. Je suis déjà handicapée de la gueule, je ne vais pas me rajouter des trucs. C'est bon, ça suffit, j'ai ma dose. Donc, à un moment donné, voilà pourquoi l'importance de cet accompagnement sexuel. Et il ne faut pas minimiser ça. C'est vraiment très, très, très important. Il faut arrêter de dire que c'est de la prostitution, que c'est de la marchandisation des corps, de ceci, de cela. Il y en a marre d'entendre tout ça. Il y en a marre parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc quand il n'y a pas de choix, on fait, on assume, et c'est bon. Et d'autre part, les femmes, là je parle en tant que femme, les femmes handicapées, alors soit elles ont rencontré l'amour de leur vie, tant mieux, très bien, je les applaudis. Je sais pas comment elles ont fait, mais c'est super, je les admire profondément. Soit voilà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin, qui ont des désirs, comme tout le monde, mais qui n'osent pas. Elles n'osent pas, pourquoi? Parce qu'elles ont été élevées au prince charmant. Un jour, mon prince viendra, les petits oiseaux, cuicui, nanana, nanana. Et donc, non, on veut l'histoire d'amour sublime, machin et tout. Mais tu peux toujours attendre. Il y aura rien. Voilà. Donc, à un moment donné, les femmes aussi, il faut qu'elles se bougent, il faut qu'elles ouvrent leur bouche, il faut qu'elles disent oui, moi, je suis une femme, j'ai des désirs, j'ai des besoins, et j'ai envie de sexe, et je vous emmerde. Et je ne suis pas une salope, parce que j'ai envie de sexe. Je ne suis pas une salope, j'ai juste envie de sexe, et voilà, et d'attention, et de caresses, et de machin. C'est comme ça, voilà. Quant aux mecs, aussi on leur fait croire des trucs. Les mecs, c'est encore autre chose. Les mecs, ils veulent, ils en crèvent, mais ils ont cette espèce de truc, je parle de handicap et tout ça évidemment, ils ont cette espèce de « Ah ouais mais moi je peux pas, je la respecte trop, je peux pas la traiter comme ça. » Et toi, moi je traite super bien les personnes avec qui je vais, je les adore, je les respecte, elles ont le plus grand respect. Sauf que les gars, ils sont un peu entre les deux, genre entre la mère et la putain, ils savent pas trop. Ils sont là dans cette espèce de truc. Ouais, mais comment je vais faire? Je peux pas parce que... Alors qu'ils en crèvent. Ils en crèvent aussi. Ils en crèvent. Je vous dis, j'ai entendu plein de mecs handicapés de la tête aux pieds qui n'osent pas faire le premier pas. Et qu'ils en crèvent. Ils en crèvent. Mais parce que, non, il faut pas, je peux pas. Et puis ils sont aussi beaucoup nourris, pareil, par des histoires d'amour, par, voilà, par une espèce de, je sais pas, de trucs un peu utopiques comme ça. Et voilà, perso, moi je trouve que c'est pas super, mais bon, voilà, moi je vous le dis, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie avec des personnes qui, voilà, avec des accompagnants sexuels. C'est les plus beaux moments de ma vie. Et je n'aurais jamais, 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 jamais pu vivre ces moments autrement. Jamais. C'est tout. Là, il n'y a vraiment rien à rajouter. Des questions? Oui. Moi, je suis arrivée en cours et j'aimerais savoir, en fait, c'est une association, c'est ça? Vous êtes une association? Non, moi je suis dans plusieurs associations, mais moi je suis assistante sexuelle, donc accompagnement sexuel depuis quelques années en Suisse. Bon, j'ai aussi des clients ou clientes français, puisque en français c'est un peu le désert. Il y a même des gens qui viennent en Suisse, il y a déjà des parents qui vont emmener leur fils handicapé. Ça fait à peu près combien de temps que vous faites ça? Depuis 2009.
Bon, avant, j'étais dans le travail du sexe, donc j'avais déjà là parfois quand même des clients avec des handicaps, mais des handicaps légers, entre guillemets, ou seulement quand j'ai travaillé quelque part où c'était au minimum accessible. Mais c'était quoi exactement? Vous disiez que vous travaillez dans le sexe? Vous faisiez quoi exactement? Oui, j'étais travailleuse du sexe, prostituée. D'accord. Can I ask a question in English? Bien sûr. Oh, thank you. In Swiss, where it's legal, does the state give any, because, well, I'm from Portugal and we're trying to discuss sexual assistance there, and it's been quite hard, especially because most of the people with functional diversity don't even have access to independent life conditions. So is this in Swiss, does the state provide any kind of help, money help or subsidies so that it's accessible for everyone and not just... No, that's a big problem. Okay. So it's a person herself Tu or peux himself. répondre en français. Ah, ok. Non, voilà, c'est le bénéficiaire, c'est le client, la cliente qui paye. Donc, ce qui pose parfois vraiment un grand problème, il n'y a qu'une institution, ce qui est un EMS, ça c'est la même chose ici, c'est EPAD pour des personnes âgées, qui a créé un fonds qu'ils appellent allocation galante, qui paye donc des prestations d'assistance sexuelle une fois par mois pour des résidents qui en souhaitent. Aussi pour ne pas devoir passer vers la famille ou quelque chose. C'est donc une prestation de bien-être qui est dans le catalogue comme ça. Voilà. Mais c'est la seule. Donc ce n'est pas reconnu comme une thérapie sexuelle parce que sinon ça pourrait être remboursé par des assurances maladie complémentaires. Ce n'est pas dans les prestations sociales, non. Okay. C'est pour ça que les prix étaient fixés assez bas par rapport au travail du sexe, puisqu'un escorte en Suisse coûte à partir de 500 francs par heure. Une heure d'assistance sexuelle, c'est 150 francs. Donc c'est une différence de prix. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas pu vraiment motiver beaucoup de travailleuses du sexe en fait. Justement, toi qui viens du travail du sexe, des choses qui ont été difficiles pour toi et d'autres choses plus faciles? Ah ouais, pour moi c'était difficile, que je ne peux pas négocier mon prix parce que ça c'était ma liberté avant. Que le prix était fixé par cette association parce que voilà, on s'est mis d'accord avec les directeurs d'institutions et avec, je sais pas, une association de personnes en situation de handicap. Donc tout le monde a pensé, ok, si c'est ce prix-là, on peut le vendre, on peut dire que c'est certainement pas pour un appât de gain, non, parce qu'on ne peut absolument pas vivre de ça, c'est pas possible. Non. Parce que pour une heure d'assistance sexuelle, je fais plein de mails, je téléphone, je me déplace, je fais peut-être un rendez-vous préalable, je dois m'entretenir avec, je ne sais pas, la famille, l'équipe éducatrice, c'est parfois vraiment un long chemin. J'ai eu une personne qui a dû attendre 10 années pour sa première assistance. Il y a 10 ans qu'il a fait une demande. Non? Et puis après, ça a passé, puis ça a bloqué aux tutelles, et puis ça a changé de tutelle, donc ça a pu un peu... Ah, mais c'est vraiment... Et tout ça, quand même, voilà, et 150 francs maintenant en Suisse, la vie est chère. Un massage, si je fais un shiatsu, pour moi, je paye 120. Donc, je fais une assistance pour un peu de shiatsu, merde. C'est parfois vraiment difficile. Donc, ça, pour moi, était difficile. Aussi, voilà, le certain contrôle, je trouve c'est clair, il faut un cadre, c'est aussi bien que j'y vais une fois par année, qu'on sait qui je suis, parce qu'il faut énormément de confiance des deux côtés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne vais pas rendre des comptes sur ce qui s'est passé, parce que ça c'est intime, c'est privé. Il y a personne voilà, à qui je vais dire qu'est-ce qui s'est passé maintenant exactement au lit. Est-ce que j'ai fait une pipe ou j'ai pas
pas fait une pipe, mais personne, who cares? C'est vraiment pas important, hein, c'est tellement pas important. Mais parfois, les gens se fixent à des détails et c'est hyper important maintenant. Si j'ai eu un rapport pénétratif ou pas, mais qu'est-ce que c'est ça? Non? Comme si le sexe n'était que du sexe quand il y a une vraie pénétration. Non? Donc on sait, ou j'espère vraiment qu'on sait entre-temps que le sexe est tellement plus que juste une pénétration. Il y a plein de variations. Non? Mais alors, c'est quoi ça de se fixer sur ce détail, oui ou non? De toute façon, on a pensé qu'on peut se délimiter de la prostitution, mais comme définition, la prostitution est quand même chaque geste, chaque action sexuelle contre rémunération, donc il ne faut pas de pénétration, et dans la loi suisse, même contre rémunération en argent ou pas, donc, mais combien de putes on a en Suisse qui couchent pour, je sais pas, une voiture, des vacances, un repas, je sais pas, non. C'est donc, c'est une grande hypocrisie sociale qui, voilà, aussi là, m'a quand même un peu dérangée. Non. Aussi qu'on ne fait pas plus pour des femmes, non. Qu'on accepte ça comme ça, que non, les femmes, elles n'ont pas de demande, donc on ne va pas s'en occuper. Mais on ne se demande pas pourquoi il n'y a pas de demande de femmes. J'étais à une avant-première d'un film sur une assistante sexuelle qui a eu lieu dans une institution. Donc il y avait plein de personnes en situation de handicap, hommes et femmes. Donc c'était un film sur une femme assistante qui est hétérosexuelle, donc pour des hommes. Donc il y avait des femmes dans la salle, non, qui ont demandé « Et pour nous est-ce qu'il y a aussi quelque chose pour nous ?» Et puis la directrice d'une association dit que non, mais en fait, il y a trop peu de demandes de femmes et il y a quand même trop de dangers, que les femmes ont, ça se montrait dans le passé qu'elles s'attachent trop. Donc, vous tombez amoureuse, donc pour vous, voilà. Ça n'a pas lieu parce que vous ne pouvez pas séparer le sexe de l'amour. Donc ça va vous faire du mal, non? Point barre, on ne fait pas, on fait peu d'hommes, on ne dit pas aux femmes qu'il y a des possibilités et que peut-être vous pouvez aussi faire une première expérience avec une femme, même si vous êtes hétérosexuel, juste pour rencontrer votre corps, si jamais vous n'avez pas accès. Non, on accepte ça, comme pour les personnes âgées encore plus, non, il faut en croire. Terminé. Le sexe n'a plus rien de procréatif, donc croire, le mari est mort ou démente, croire. Oui, ça c'est des choses avec lesquelles je me batte un peu encore. Vous m'avez devancé, je voulais vous remercier à tous les deux pour votre venue, parce que je pense que c'est hyper intéressant quand on parle dans un contexte queer et quand on parle dans un contexte féministe et quand on parle dans un contexte où en fait on n'est que des personnes d'apparence valide ici et en fait on ne reçoit pas ces infos. Et c'est hyper important qu'on les entende et en fait, qu'on nous entende précisément des deux côtés. Et moi, justement, ma question, c'était que voilà, le travail du sexe, c'est pas seulement une détresse physique, c'est aussi une détresse émotionnelle qui pousse les gens aussi à avoir envie d'avoir une situation affective ou sexuelle, physique. Et du coup, ce que vous dites sur cette espèce de stigmatisation de la part des personnes en situation de handicap, les femmes en situation de handicap qui vont souffrir d'être en gros trop sentimentales pour mériter d'avoir le droit d'avoir de la sexualité. Mais en fait, c'est le cas, ça peut arriver des deux côtés. Et voilà, ça arrive des deux côtés, de tous les côtés, quoi. Mais par contre, de vos expériences personnelles de chacun de ces angles-là, est-ce que vous avez une réflexion sur comment est-ce qu'on gère cette distinction? Parce que justement, il y a de la détresse soit ressentie, soit reçue. Et c'est la détresse qui est aussi la détresse de vouloir être dans une relation affective peut-être amoureuse. Et comment est-ce qu'on négocie ça quand on sait qu'on a une intimité qui ne va pas reposer là-dessus quand même? Je sais, c'est peut-être un peu large et on n'est pas obligé d'aller dans les détails, mais voilà, alors, personnel, ça m'intéresse beaucoup. Personnellement, moi, je ne me pose pas de questions. J'y vais. Oui, tu as le risque de s'attacher. Oui, tu as même le risque de tomber amoureux. Ça arrive. Sauf que j'ai toute ma tête
je raisonne, je sais, parfois je suis passée et à qui je fais appel. Donc, moi perso, je m'emballe pas, je ne crois pas au Père Noël. Je ne vais pas me dire ah oui, mais là, comme on a une relation. Non, c'est dur, c'est très dur, mais je sais faire la part des choses. Alors oui, des fois, bien sûr, on s'emballe, ben, c'est normal. Voilà, on s'attache, on est même amoureux, hein, on est hyper amoureux, mais on sait très bien que la personne, elle est là juste pour nous donner du plaisir, de l'accompagnement, mais qu'après, c'est fini, quoi. Justement, c'est bien de partager. C'est pour ça qu'il y a l'argent aussi. L'argent, ça aide aussi à couper un truc. Mais par contre, il ne faut pas croire que le fait de payer, ça protège de tout. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'on peut payer et tomber fou amoureux quand même. Voilà, c'est la vie. Mais c'est un risque à prendre. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et dans les associations, attention, elle va tomber amoureuse. Attention, il va tomber amoureux. Oui, on aura beau nous le répéter 100 fois, 300 fois, voilà, 500 fois, ben ça arrive, ça arrive. Il se peut que même l'accompagnant ou l'accompagnante, elle soit cool, elle soit plus détendue, que même elle pas amoureuse, mais qu'il y ait une espèce de complicité, de trucs forts. Et que oui, il va y avoir des choses qui vont se passer émotionnellement très 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 fort. Alors après, oui, évidemment, il ne faut pas dépasser un certain cadre. Après, il ne faut pas. Je dis il ne faut pas, mais pourquoi il ne faut pas? Il ne faut pas, oui, dans la réalité des choses. Mais après, je ne sais pas, moi, ça se trouve, ça peut exister, l'histoire d'amour, truc, et l'accompagné, je dis, ben, c'est bon, moi, je ne veux plus faire ça, moi, avec toi, c'est bon, je suis amoureux de toi, vas-y, tu ne me payes plus. C'est utopique, hein, j'en rajoute. Aussi de l'infirmière ou de l'infirmier charmant, quoi, finalement. C'est un peu ce truc-là qui arrive aussi. Oui, c'est une possibilité. Moi, je ne crois pas à tous ces trucs de prince charmant. Mais par contre, je trouve que, voilà, je trouve qu'il y a plus de probabilités et de trucs que oui, qu'il y ait ce truc de prince charmant dans une histoire d'accompagnement sexuel que, justement, que dans une rencontre comme ça, pour une personne handicapée, de dire « Ah, c'est bon, je vais rencontrer le prince charmant, je l'attends, il est là, je sais qu'il est là. » Je trouve que je ne veux peut-être pas dire ça, peut-être qu'il y en a qui vont hurler, mais on fout. Mais voilà, je trouve que dans l'accompagnement sexuel, oui, il y a plus de raisons et il y a plus de probabilités, de possibilités, oui, qu'il y ait une faille, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas une faille, et que oui, et que ça puisse évoluer. Attention, hein, je ne dis pas que ça arrive, mais il y a une probabilité. Et je trouve que s'il y a cette probabilité, ce n'est pas grave. Parce que c'est vrai que les associations ont tendance à diaboliser ça, à diaboliser cette espèce de dire « Ah, ça y est, t'es amoureux, oh putain, là, vite, dégage, dégage, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Ça y est, elle est amoureuse, c'est pas possible. » Oh, doucement, laisse faire les choses, laisse la personne en face, on est adulte, on est deux adultes. Et si on est deux adultes consentants avec nos têtes, hein, je ne parle pas du handicap mental ou de troubles psychologiques ou je ne sais quoi, laisse faire les choses. Voilà, laissons faire les choses. Voilà, voilà. Après, évidemment, ça ne va pas arriver tous les 4 matins d'être amoureux, de trucs, mais ça peut arriver et moi, je prends ça comme un cadeau. Et moi, je le prends. Moi, je prends tout. Moi, je ne dis pas, merde, je suis amoureuse, on m'a dit de ne pas être amoureuse, comment je vais faire? Je suis dans la merde maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, moi j'adore ça. Je dis, oh cool, je suis amoureuse, c'est trop bien, cool. Bon, alors aussi au travail du sexe, hein, il y a quand même plein de clients qui tombent amoureux. Il y en a même qui se mettent ensemble, c'est pas si rare qu'on pourrait croire. Et voilà, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on a tellement peur de l'amour ou de la sexualité. Non? Moi, comme petit idéaliste, je dirais je peux aimer pour 1 heure. Voilà, et dans cette heure, et après, on se sépare. Bon, c'était court, mais voilà. Il y a aussi une histoire d'un des premiers assistants sexuels, maintenant suisse alémanique, là, ça existe déjà depuis les années 80. Il a fait une assistance, il est retourné, il a dit « Oh non, mais j'ai tout fait faux, non, mais qu'est-ce qui s'est arrivé ?»
Mais il est tombé amoureux, lui. Mais elle est tombée amoureuse aussi, donc maintenant ils vivent ensemble. Ben, tant pis, mais tant mieux, non? Voilà. Et d'autres clients qui me disent, mais bon, c'est sûr, non, je pourrais tomber amoureux, mais alors j'ai jamais vécu un chagrin d'amour, non? Si maintenant ça devrait être avec toi, ok, tant mieux. Et on peut aussi tomber amoureuse, je sais pas, de son chef, et il faudrait pas. Hein. Mais c'est surtout comment on reçoit finalement cette détresse émotionnelle-là. Quand tu dis par exemple que les personnes TDS ont plus de bagages à ce niveau-là, je pense aussi, que dans un cadre médico-social, parce que dans un cadre médico-social, on est encore un peu dans j'ai l'impression, on est encore un peu dans une dynamique de soins et thérapie. Alors que quand on vient du TDS, on sait aussi que c'est des expériences dont la vocation, c'est pas forcément l'orgasme ou l'acte en soi, c'est aussi de créer un climat d'intimité et on sait ce qui vient avec. Et du coup, est-ce qu'une personne qui vient d'un milieu médico-social qui n'a pas forcément énormément de bagages pour recevoir cette détresse-là, elle n'est pas un peu déstabilisée quand il y a cette réalité aussi? Ben, c'est pour ça qu'il est formé quand même. Juste TDS, c'est quoi? Travailleurs et travailleuses du sexe. C'est pour ça qu'on fait les formations aussi. On peut vraiment quand même sensibiliser et qu'elles sont préparées. Mais bon, comment on peut être préparé pour des émotions, c'est clair. Il y a aussi, il faut dire qu'on peut former des gens et puis il y a toujours 3-4 qui partent tout de suite et qui arrêtent tout de suite parce qu'ils ne réussissent pas de mettre la part, de vraiment de prendre ça comme ça. Non? Je ne sais pas, j'ai ma vie, les personnes en situation de handicap ont leur vie, non, moi j'ai aussi mes problèmes, non? Bon voilà, c'est comme ça, on a tous nos problèmes, c'est clair, ils ne sont pas si visibles comme maintenant, mais je pense qu'on peut toujours aussi, si on peut communiquer, c'est toujours mieux, non? C'est clair qu'avec les personnes où je peux maintenant pas verbalement communiquer, c'est peut-être plus difficile. Si avec des personnes qui ont un handicap mental, c'est encore plus difficile. J'ai remarqué que les personnes avec handicap mental, en fait, ne sont jamais tombées amoureux parce qu'eux, ils savaient très bien faire la part. C'était vraiment, parce qu'ils ne sont pas tellement imprégnés avec les tabous et les images sociales qu'il faut maintenant. Ils sont complètement, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent rien faire avec ça. Non? Donc là, j'ai vraiment pas eu de problème encore. Moi, personnellement, ça va bien, mais c'est sûr qu'il faut être... c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un certain âge, qu'il y a un âge minimum pour faire la formation. C'était avant, c'était 30, maintenant on est quand même descendu à 25 parce que voilà, les bénéficiaires sont trop jeunes. Et voilà, mais il faut une certaine maturité, une certaine expérience de vie, je dirais. In the training, do you have you were talking about sexuality being more than penetration. So in the training, do you have an approach to sexuality in an open and diverse way, like approaching in kink sexuality? Do you have all this kind of comprehensive to the different way of expressing? On essaie d'intégrer maintenant les différentes variétés de sexualité, de aussi faire l'amour maintenant dans la formation. C'était avant quand même assez classique. Okay. C'était assez classique, c'était aussi la toute première formation que j'ai fait, que moi j'ai fait moi-même. Je trouvais quand même assez hétérocentré, voilà. Maintenant ça commence aussi, on apprend aussi avec les gens qui viennent se former, non? Il y a maintenant plus en plus des gens queer qui viennent se former, donc qui emmènent un peu leur expérience. Le week-end passé, le week-end de formation, on a été montré le film Yes We Fuck. Donc voilà, ça commence à s'ouvrir un peu. Tout prend son temps. And sorry, another question. And how is it, the approach to people with neurodiversity, how is it going? Because it's quite new, no?
Neurodiversity. autism, mental. Yeah. How is it being done and how it's Alors, c'est relativement compliqué avec des troubles autistiques. Là, c'est en fait la famille qui me contacte souvent. C'est certes que c'est là aussi d'autres formes de sexualité, mais j'ai 3 bénéficiaires réguliers avec des autismes assez sévères. Et là, c'est plutôt un accompagnement sur le long terme, parce qu'on ne peut rien faire dans 1 heure en fait. Ça ne change pas grand-chose. Après, j'ai vraiment des miracles qui se passent après 2 ans de non-réaction. Il y a du coup quelque chose. Moi, je suis toujours appelée vers des personnes avec des handicaps de ce genre quand ils sont devenus désagréables, quand ils ont fait des choses qui sont socialement pas acceptables, quand ils se sont masturbés dans le public, quand ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Bon, là, on va m'appeler pour voilà, là, ça ne va plus, non, on ne sait pas quoi faire avec cette personne, on ne savait pas en fait qu'elle a des besoins, peut-être qu'il ne parle pas, non. Et là, on a quand même pu remarquer, même si moi je trouvais, voilà, c'était peut-être 1 heure assez calme, très lente, mais il y avait toujours, les comportements ont toujours cessé dès la première séance. Donc ça c'est quand même une chose assez étonnante. Et il y avait toujours une certaine calme alors moins d'angoisse, moins de tourner en rond avec toujours les mêmes choses. Et les associations, elles sont à donner des préparations pour intervenir en ces cas? Oui. Oui? Oui, oui. Ok. Vous avez d'autres questions éventuellement à poser? Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je suis désolée si je suis maladroite dans ma manière de poser la question, mais je me demande, je ne dis pas du tout que c'est pas possible, au contraire, mais je me demande comment on fait pour identifier, comment on apprend à identifier le désir chez quelqu'un qui va être en situation de handicap mental. Il l'exprime quand même de différentes manières. Normalement, je ne suis pas là quand il l'exprime, mais voilà, c'est surtout avec, voilà, on va qu'il se touche peut-être son sexe ou essaye de se toucher son sexe ou se masturbe d'une manière qui n'est pas géniale pour lui, donc qui pourrait lui faire du mal, voilà. Là aussi, on est appelé donc, déjà pour apprendre à se masturber. Donc ça peut déjà être un accompagnement sexuel. Et puis c'est vraiment surtout par des comportements comme ça. Parfois il y a des gens qui expriment ça envers leur mère ou leur cousine ou je sais pas, ou voilà. Mais c'est vrai, c'est toujours un grand moment de décryptage, de besoin, voilà, quand j'arrive, normalement l'équipe ou la famille a déjà tourné autour du pot pendant des années. Et excuse-moi, quand on est formé pour les 2 sexes? Ou c'est, par exemple, on peut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on se sent, on est libre de faire ce qu'on veut, alors on n'est ni obligé de faire certaines pratiques de sexe, ni d'accepter tout le monde. Il y a clairement, on a maintenant dans la formation un homme gay qui absolument est pas du tout intéressé par des femmes, et on ne va pas l'envoyer chez une fille en femme, c'est sûr. Non, on peut, donc c'est toujours l'assistant le choix. Et aussi, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été appelé par des parents. Oui. C'était des handicapés physiques? Non, là, un handicap physique peut m'appeler quand même lui-même normalement. Ah. Sauf si, bon, s'il y a, oui, une fois c'était un handicap physique, mais parce qu'il n'y avait pas de parole et pas de possibilité de s'exprimer. Donc lui, il a écrit pour la mère et la mère m'a contacté, voilà, comme ça.
Mais le handicap physique peut normalement s'exprimer d'une manière ou d'une autre et fait la demande lui-même. Ça dépend vraiment. Il y en a tellement de variétés de handicaps aussi qu'on ne peut vraiment pas généraliser une réponse. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Justement, sans vouloir généraliser, dans un cadre où il y a quelqu'un qui a une condition non verbale, que ce soit non verbale à cause de situation de trouble psychique ou de handicap ou d'impossibilité moteur de parler, en tout cas en verbal, est-ce que dans la formation il y a une capacité, il y a des choses qui vous permettent de reconnaître le consentement et ou la situation de rejet, parce que parfois ça peut être aussi peut-être difficile de voir quand la personne n'exprime pas justement traditionnellement par un refus, parce que c'est des choses qui sont intégrées à la formation. Oui, mais il faut une bonne partie de l'instinct. Il faut je sais pas, il faut vraiment, parce qu'on ne peut pas dire, mais quand il fait comme ça, ça veut dire non, parce que peut-être l'autre, c'est exactement l'inverse. Donc c'est vraiment, normalement quand c'est demande bien, c'est vraiment déjà décrypté là où il habite, dans son environnement. En pratique, par exemple, Et sur pour les l'acte pratiques même, est-ce qu'il y a un cadre qui est posé? Est-ce que vous avez une sorte de mise en place qui se fait en début de séance ou d'heure? Est-ce que vous mettez en place des safe words? Est-ce qu'il y a des choses qui sont d'une certaine manière rapprochées aussi pour créer des situations où il y a une sortie possible? Oui, il y a toujours la possibilité de dire non à chaque moment et à chaque. Donc voilà, j'ai encore jamais violé personne. Non, mais c'est vraiment difficile à dire parce que chez les uns, on voit quand même si quelque chose se crispe dans le corps ou si. Normalement, les gens expriment d'une manière ou d'une autre, ça se fait. Je ne pourrais maintenant vraiment pas dire exactement. Ouais. J'ai une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour inclure le fait que les personnes en situation de handicap ou veulent unisexuelles sans avoir recours à des choses qui sont malheureusement illégales? Je m'explique. En fait, je travaille à l'Association des paralysés de France en service civique et je me suis fait envoyer par mes collègues. Mes collègues m'ont demandé un de mes collègues m'a demandé de venir et juste de participer à la table ronde. Ouais. Et on aimerait inclure quelque chose en rapport avec le sexe parce qu'on sait très bien que les personnes en situation de handicap veulent ou bisexuelles, mais c'est sûr qu'on ne peut rien faire d'illégal. On est une association beaucoup trop grosse, on a des délégations dans chaque département. Du coup, est-ce que vous avez une idée, une idée à nous apporter, quelque chose? Non, je pose une question. Sur quoi? C'est-à-dire. T'as dit quoi exactement? Non, mais c'est la France. Je ne sais pas la formuler. En fait, je travaille dans l'association des paralysés de France, et T'ont demandé d'intervenir? non, on fait rien en rapport avec le sexe. C'est dommage. Vraiment... Ah, et du coup, Oui, c'est de trouver une idée pour Voilà, faire c'est un ça. du sexe à l'hôpital, c'est ça. toi, t'aimerais Non, c'est ouvrir l'association des parents, c'est le plus gros. Oui, on c'est travaille l'association pour le handicap. Ouais. Sauf que bien sûr, on ne peut rien faire qui Oui, est je jugé sais comme illégal parce que c'est trop énorme. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Déjà, faut en parler déjà. Déjà, faut pas, je pense, faut pas que ça soit tabou. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. Faut en parler. Faut être à l'écoute. Voilà, s'il y a un mec qui fait un geste déplacé, machin, ou je sais pas, voilà, lui en parler, pas l'engueuler, pas faire comme si ça n'existe pas. Voilà, essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Ça veut dire qu'il a des besoins, ça veut dire qu'il a des demandes. Voilà. Et essayer de voir comment on peut faire pour calmer ses désirs, pas le foutre sous médoc, pas tout ça, essayer de voir, et il y a bien un moyen de voir comment faire, en parler beaucoup, en parler avec toute l'équipe, et puis je suis désolée, légal ou pas, à un moment donné, faut
faut y aller, il faut prendre peut-être des risques, mais je sais pas moi, le mettre en contact, voilà, ou avec un accompagnement sexuel, voilà, ou une prostituée, ou je sais pas, mais il faut agir. Pour moi, il faut agir. Il ne faut pas le laisser comme ça, sous prétexte qu'il y a des lois. Ok, il y a des lois, d'accord, mais il y a un être humain derrière aussi, qui est en demande. Et cet être humain, plus on va faire semblant de pas l'écouter, de dire ouais, c'est bon, c'est pas grave, plus il va souffrir, plus il va être violent, plus il va être dépressif, plus ceci, plus cela. Et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, donc il faut vraiment en parler, il faut en parler avec la personne concernée, ou avec sa famille, ou avec je sais pas quoi, et essayer d'apporter des solutions concrètes, y compris que ça soit illégal. Oui, c'est quand même, on peut être amendé maintenant comme client, mais uniquement si on est pris en flagrant délit. Alors, je ne sais pas, maintenant pour une assistance sexuelle, ça se passe vraiment rarement au bord de la rue ou dans un bois. Donc c'est juste déjà pour des raisons logistiques. C'est trop compliqué. Alors, c'est toujours à la maison ou dans l'institution, donc il n'y a pas quelqu'un qui va porter plainte, c'est clair, mais c'est clair que c'est une grande hypocrisie, non? Ben, l'APF, moi j'ai déjà intervenu à l'APF, vous pouvez contacter APAS ou choses, non? Qui font des formations, qui ont le même problème quand même, non? C-H-O, entre parenthèses, S et après O. Oui, c'est quoi le... Handicap pluriel, je sais pas quoi là. Donc, APAS attend que le jour arrive, non? Où il a attendu, quand il était encore un peu plus militant, que quelqu'un porte plainte, donc voilà, que lui en fait est condamné comme proxénète et qu'on essaye de lui mettre en prison, non? Parce que ça coûtera vraiment beaucoup de mettre Marcel Nuss en prison. Une journée là, c'est presque pas possible, il est tellement handicapé. Non? Donc, mais c'est pas encore arrivé, donc. Merci. Et pourquoi, selon toi, tu as dit tout à l'heure qu'en France c'était hypocrite. Est-ce que tu pourrais détailler ce sujet? Mais c'est pas normal qu'on peut légalement vendre ses charmes et que maintenant aussi le délit de racolage était aboli. Super, je peux donc aussi faire de la pub, mais le client qui vient chez moi est puni. Mais c'est quoi ça? Ça, j'ai encore vu nulle part. C'est incroyable que c'est légal de vendre quelque chose, mais c'est pas légal de l'acheter. Alors, ça c'est déjà, c'est pas seulement hypocrite, c'est aberrant. Moi j'ai une question par rapport au cadre légal du coup. Elle posait la question dans le cadre d'une association, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Est-ce que c'est déjà illégal de parler de l'accompagnement sexuel et de l'indiquer? Mais non, pas du tout. Non, en fait, pas du tout. ça Mais même la suffire, formation est légale. C'est quand même, on peut former des assistants sexuels en France. Je forme à 2 endroits quand même, en Alsace et à Paris des gens. Et ça c'est légal. Et ça c'est quand même dans chose, il y a quelqu'un de l'APF qui fait partie, donc c'est hyper officiel aussi. Donc, comment c'est possible que ça reste illégal? J'ai du mal à comprendre Enfin c'est pareil, ça rejoint l'idée de l'hypocrisie, mais on sait que ça se passe, on sait qu'il y a la formation, mais on dit que c'est illégal. Ben oui. C'est pas logique, il n'y a vraiment pas de réponse satisfaisante. Vous êtes une association parce que je l'avais. C'est ça? Ouais, un festival. Ouais. Ça s'appelle la Covid et du coup, là, c'est dédié à l'exploration de la santé sexuelle. Ok. Et du coup, c'est grâce à Thierry. Bonjour. C'est juste ça, l'association. Par quoi? C'est la Covid, c'est une association. Ah ok, ça vient comme ça. C'est un festival d'une semaine chaque année. Ouais, j'ai vu les affiches. Merci. Si vous avez plus de questions,
vous en avez d'autres éventuellement. Écoutez, Judith et Patricia, je vous remercie infiniment. C'est des choses qu'on devrait faire un peu plus souvent, de parler de ça, et puis d'avoir deux femmes, pour moi, c'était superbe. Donc je vous remercie vraiment, vous êtes des voix incroyables. Merci beaucoup.